Bonsoir à tous. Donc, dans cette partie d'enregistrement de quelques vidéos, nous allons parler un peu de Kubernetes, l'architecture du microservice et un petit atelier pour découvrir ensemble les services de AWS, les services les plus utilisés par les développeurs de base. Alors, donc, pour la première partie, nous allons parler un peu de Kubernetes. Donc, les ressources sont déjà disponibles à ce niveau-là. Donc, dans ce répertoire, donc, il y a fichier, il y a la partie. Bon, on va commencer par introduction à Kubernetes, puis un petit tutoriel que j'ai créé aussi sur cette partie Kubernetes. Donc, il y a deux documents, trois même. Et un document de présentation sur c'est quoi Kubernetes, comment ça marche et tout. Et là, comment manipuler un peu les éléments de base et comment l'installer en cluster Kubernetes. Et là également, donc, quelques éléments, notes de cours sur Kubernetes Kubernetes. Et il y a aussi un petit document également sur la présentation de l'architecture microservices ici. Et enfin, reparler un peu du cloud. Mais cette présentation a déjà été faite lors de la session numéro 19 ici. Donc, allons-y. Alors, Kubernetes, donc on va parler un peu de Kubernetes. C'est quoi Kubernetes? Donc, pour peut-être ceux qui n'ont jamais manipulé et ceux qui ont déjà manipulé savent déjà c'est quoi Kubernetes, ça sert à quoi. Mais on va essayer de définir tout ça. Alors, le constat qui est fait, c'est qu'on a déjà parlé de Docker. On a parlé de Dockerfile, on a parlé de Docker Compose, on a également parlé de containers, d'images Docker, etc. Mais le problème qui se pose avec les containers Docker, c'est qu'ils sont, en fait un processus qui tourne sur la machine. Parfois, en fait, il y a des use cases qui se présentent en entreprise où nous voulons peut-être démarrer deux à trois services du même processus. Vous voyez, et ça, c'est pas possible du tout sur un système parce que les postes sont équipés et tout. D'où maintenant, en fait, il faut aller penser à comment maintenant faire pour peut-être répliquer, dupliquer tout simplement les processus avec les mêmes ports, avec les mêmes services, avec nos fonctionnements, mais sur des machines peut-être différentes, ce qu'on avait tout simplement dans un cluster. D'où est venue maintenant peut-être l'idée de mettre en place ce qu'on appelle des orchestrateurs, parmi lesquels nous avons Docker Swarm, mais bon, aujourd'hui, on parle plus de Kubernetes, mais également Kubernetes, donc c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Alors, le constat. Donc, le constat, c'est quoi? C'est qu'on a vu les conteneurs, c'est génial. Donc, nous avons notre machine, la machine physique. Nous avons également le système d'exploitation. Nous avons le Docker Engine, bien le moteur Docker. Puis, vous démarrez maintenant vos systèmes, vous démarrez vos applications. Là, nous avons une application Java qui va communiquer avec l'application Angular pour la partie front, une application Node.js pour un peu spécifique, ayant peut-être une base de données de type PostgreSQL et tout ça sous forme de container. C'est excellent. Mais ici, utilisation des ressources. Mais l'autre élément, c'est quoi? C'est que tous les conteneurs tournent sur le même OS. Hein, et le démarrage est rapide. Ça, c'est vraiment des avantages de la containerisation, on l'a vu, comparé à la virtualisation. Mais il y a quand même quelques blocages ou bien peut-être quelques limites par rapport à ce système-là, à ce système de containerisation. D'où, déjà, comme je l'ai dit tantôt, un conteneur n'exécute qu'un seul processus, c'est normal parce que c'est également un conteneur, c'est un processus. Hein, donc, si c'est un processus ne peut s'exécuter une seule fois, sinon une deuxième fois, ça y aura ce qu'on appelle interblocage ou bien blocage de processus. On a besoin, par contre, dans certains cas, de plusieurs conteneurs pour exécuter une application métier. Ouais, parfois, en fait, il y a des applications métiers qui demandent quand même qu'il y ait vraiment beaucoup de processus, ce qu'on appelle en général le multithreading, en général, on l'appelle comme ça. Mais ce n'est pas le cas exactement ici. Nous voulons tout simplement dupliquer tout simplement le conteneur là pour exécuter en fait une application métier. À l'ère des microservices qu'on va voir tout de suite, les applications sont subdivisées par métier ou bien par centre d'entrée. D'où, encore une fois, il faut trouver maintenant un moyen de dupliquer également peut-être les processus qui vont tourner pour traiter toutes les demandes de cette application métier-là. Plus l'application est utilisée, plus il demande des ressources. Vous avez vu qu'on ne peut plus en fait dire que Java a besoin des mêmes ressources que Angular, Angular des mêmes a besoin des mêmes ressources, etc. Donc tout dépend vraiment des besoins. Il faut maintenant trouver un moyen de pouvoir faire les réplicas sans problème. Donc il devient encore ainsi de plus en plus difficile de l'administrer, de gérer tous ces containers. Et là, ça devient maintenant un peu bloquant. D'où maintenant Kubernetes est né, qui a été créé par Google. Alors, Kubernetes, abrégé K8S, les 8 là, ce sont en fait les 8 caractères qui sont là.
et vous enlevez le KLS, est un système open source permettant tout simplement d'automatiser le déploiement, la mise en échelle et la gestion des applications containerisées. Donc, les conteneurs qui composent une application sont regroupés dans des unités logiques pour en faciliter la gestion et la découverte. Donc, Kubernetes a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion des charges de travail de production, ce qu'on appelle le workload tout simplement, chez Google, effectivement, associé aux meilleures idées et pratiques de la communauté. Alors, l'architecture. Ce qu'il faut comprendre maintenant, ce qu'on appelle les clusters Kubernetes. Un cluster, c'est tout simplement abrégé traduit en français, un graphe ou bien un bloc en français, est un ensemble de ressources informatiques. Quand on dit ressources informatiques, donc il y a la machine, il y a également peut-être les services qui vont tourner autour, etc. Ce qu'on appelle un cluster. L'objectif, c'est de faire tout simplement tourner une application sur plus souvent de type microservice. Nous avons en fait deux blocs dans les clusters Kubernetes. C'est ce qu'on appelle le le contrôleur plane. Donc, c'est là où se trouve vraiment le noyau, le cœur de le cluster Kubernetes. Et nous avons en fait ce qu'on appelle la charge de travail ou bien le workload, ce qu'on appelle les nœuds. OK? Donc, nous avons deux éléments. Les control plan, qui est le master nœud, c'est un nœud master. Le deuxième maintenant, le deuxième bloc, où nous aurons vraiment beaucoup de machines, qu'on appelle la partie node, bien la charge de travail, c'est là où s'exécutent tous les travaux. OK, donc on appelle tout simplement le workload. Alors, si on regarde le cluster là, donc il faut réserver une machine où vous allez peut-être installer tous ces éléments, à savoir le control manager, le scheduler, le TCD, ainsi que l'API service, l'API server. Donc tous ces éléments vont nous permettre de pouvoir communiquer avec ces éléments-là, mais également d'orchestrer, d'organiser, etc. Ce qui va se passer ici. Alors, ici concrètement, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on a réellement ici? Nous avons ce qu'on appelle le premier élément, donc qu'on appelle le kubelet. Nous avons également le kube proxy pour tous ceux qui connaissent pas un réseau, mais également nous avons la partie container, une containerisation qui gère tout ce qui est container. Alors, donc vous avez vu que c'est à ce niveau-là, au niveau de container, à ce niveau-là, d'où le même conteneur peut tourner ici, là et là. Ça, ce sont des nœuds qui sont différents, ce sont des machines physiques différentes qui sont installées pour pouvoir répliquer les mêmes services. Et derrière maintenant, celui-là pourra maintenant manager ou bien orchestrer tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Alors, donc, on va essayer de définir un peu ces éléments-là, que ce soit le kubelet, que ce soit également le container runtime, peut-être également le kube proxy, mais également le container runtime. Commencer par le kubelet. Le kubelet qui est là, donc c'est un agent qui s'exécute sur chaque nœud du cluster. Donc, les nœuds, ce sont en fait la partie, chaque nœud du cluster. Donc, il est responsable de la communication avec le control plan. Donc, c'est lui qui communique avec ce niveau-là, le niveau supérieur. Donc, du Kubernetes et la gestion également des conteneurs sur le nœud. Il s'assure que les conteneurs sont en cours d'exécution et en bonne santé. Voilà. Donc, si vous vérifiez la bonne santé du Kubernetes, des conteneurs, c'est lui qui va vous donner tout simplement des informations. S'il y a un blocage, vous pouvez également supprimer les portes et le recréer, etc. L'autre élément maintenant, ce qu'on appelle celui-là, donc ce qu'on appelle le container runtime. Il s'agit tout simplement d'un logiciel responsable de l'exécution des containers. Donc, Kubernetes prend en charge du faire runtime, ici, donc de containers, tels que Docker, Containerd et d'autres. Le runtime est responsable également du démarrage, de l'arrêt et de la gestion des containers. Donc, toutes ces containerisations est gérée à ce niveau-là. Enfin, il y a la partie réseau, donc Kube Proxy est responsable de la gestion de la connectivité du réseau. Il maintient les règles de réseau nécessaires pour acheminer le flux entre les conteneurs appropriés, gérant ainsi la mise en réseau au niveau du node. Voilà, vous avez vu que donc on a vraiment ces trois niveaux-là, soit le kube proxy, mais également container, qui s'occupe tout simplement de tout ce qui est gestion des flux au niveau du node. Ensuite, on va maintenant essayer de parler maintenant du contrôle plan. Et dans le contrôle plan également, nous avons quatre niveaux. Nous avons ce qu'on appelle Kube API Server. Nous avons également etcd. Nous avons également Kube Container Manager et Kube Scheduler. On commence par le premier, le Kube API Server. Le Kube API Server est un composant du contrôle de plan qui expose l'API Kubernetes. Il permet aux utilisateurs, aux autres composants de Kubernetes et aux applications de communiquer avec le cluster Kubernetes. Toutes les opérations de gestion du cluster passent par Kube API Server.
Voilà, donc c'est clair maintenant pour la partie API serveur. Les TCD, c'est seulement la base de données. Hein. Donc, le TCD est souvent utilisé comme magasin de données partagées. Donc, c'est la base de données vraiment du contrôle plan pour stocker les configurations des clusters, l'état et d'autres informations nécessaires au bon fonctionnement du système. Le cube manager, donc c'est celui-là, le contrôleur manager tout simplement. Le cube contrôleur manager, donc, est l'un des composants principaux de BEM, c'est pour ça que c'est en haut niveau. Il est responsable de l'exécution de divers contrôleurs okay, qui surveillent en permanence l'état du cluster de manière générale hein, et travaille aussi pour maintenir le bon fonctionnement du réseau. Voilà. Donc, ensuite, nous avons également le cube scheduler. Donc, ça, c'est l'ordinateur. Le cube scheduler, lui, son rôle, c'est aussi un ordonnanceur, hein, de décider à quelle main chaque pod doit s'exécuter, etc. Donc, c'est lui qui ordonnance tous les éléments. Voilà, donc je pense que je vais arrêter cet enregistrement-là et redemander un nouvel enregistrement pour la suite.